Bonjour et bienvenue sur Spiritualité DN. Aujourd'hui, ce que vous allez entendre est le témoignage bouleversant d'un homme qui a frôlé la mort en mer. Cette nuit-là, une tempête l'a emporté et pourtant, quelque chose l'a ramené. Dans ce récit authentique, il nous partage ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti et ce qui a transformé sa vie à jamais. Bonjour, je m'appelle Dave Bennett. J'ai vécu une expérience de mort imminente en 1983. Ça a été le début d'un très long voyage spirituel. À l'époque, j'étais ingénieur en chef sur un navire de recherche. Nous faisions de l'exploration sous-marine, c'était le travail de mes rêves. La nuit du 3 mars 1983, nous revenions d'une mission d'essai d'un nouveau sous-marin. Nous essayions d'entrer au port avant que la tempête ne devienne trop dangereuse, surtout parce que le port était peu profond. Quand nous sommes arrivés à moins de 3 kilomètres de l'entrée, le capitaine a décidé de ne pas tenter la manœuvre. D'énormes vagues déferlaient sur toute la zone du port. Il craignait que nous ne puissions pas faire entrer notre navire, qui était assez gros pour cette petite marina. Nous devions donc attendre au large, tout en restant prêts à entrer dès que cela serait possible. Comme nous avions quand même des membres d'équipage à débarquer, et qu'un des ingénieurs qui avait conçu le sous-marin devait absolument prendre un avion, le capitaine a décidé de mettre à l'eau le petit bateau pneumatique, le Zodiac. Nous l'utilisions régulièrement pour récupérer les sous-marins en pleine mer, donc cela ne nous inquiétait pas trop. Il m'a demandé d'y aller. Cette nuit-là, nous n'avions pas un équipage complet à bord. En tant qu'ingénieur en chef, j'étais aussi le 3e officier de quart et je connaissais bien ce port. Le capitaine a donc pensé que je devais accompagner les hommes, les emmener au port, puis revenir au navire. Le navire se trouvait à environ 3 kilomètres au large, au milieu de gros rouleaux et de vagues très formées, mais rien qui, à ce moment-là, nous paraissait insurmontable. Il faisait nuit, mais la côte était assez bien éclairée. Malgré tout, c'était la pleine tempête. Ciel noir, très couvert, beaucoup de vent et une mer extrêmement agitée. Nous avons donc établi notre route à l'avance pour être sûrs de rester dans l'alignement qui mène au port. Puis nous sommes partis en Zodiac. Nous avons repéré la bouée d'entrée de port, mais elle montait et descendait brutalement dans ces vagues énormes, tout comme nous. Nous la voyions quand nous étions en haut d'une vague, puis elle disparaissait quand nous redescendions dans le creux, et ainsi de suite. Nous pensions qu'au bout d'un moment, nous finirions par entrer dans le port. Puis nous avons perdu de vue la bouée. Nous avons décidé de nous diriger plutôt vers le rivage éclairé, en nous disant que nous trouverions bien un moyen de déposer ces hommes quelque part et qu'ils rejoindraient le port par la suite. Nous étions à environ 1 ou 2 kilomètres de la côte quand nous avons atteint une zone de déferlante. Quand je dis ça, je veux dire que nous avons littéralement foncé droit sur une vague de plusieurs mètres de haut. Le Zodiac a décollé, a été projeté en l'air avant de retomber violemment sur l'eau. J'ai crié à mon collègue de faire demi-tour, car je me trouvais à l'avant du bateau pour essayer de voir où nous allions, et j'ai vite compris que nous étions dans une zone beaucoup trop dangereuse. Il a viré pour repartir vers le large, car c'était plus sûr d'être en pleine mer que dans cette zone de déferlante. C'est à ce moment-là que nous avons vu juste au-dessus de nous la vague suivante qui arrivait. Elle nous est tombée dessus et a plié le Zodiac en deux, comme un sandwich. J'étais à la proue et je me suis senti chanceux, parce que ce soir-là, nous étions allés dans le local du maître d'équipage chercher des gilets de sauvetage. En tant que plongeurs professionnels, habitués à travailler en mer et sous la mer, nous ne portions quasiment jamais de gilets. Mais ce soir-là, nous en avions mis. Et c'étaient de très vieux gilets de type Mae West datant de la Seconde Guerre mondiale. Orange, volumineux, gonflés comme de gros oreillers. Je me suis accroché à ce gilet tandis que j'étais secoué dans tous les sens, comme une poupée de chiffon. Je me disais que le gilet finirait bien par me faire remonter à la surface et que je n'avais qu'à retenir ma respiration. J'étais plongeur commercial, formé professionnellement, avec des milliers d'heures passées dans l'eau, donc j'étais relativement à l'aise dans ce milieu. Mais le temps passait et je ne remontais pas. J'ai commencé à reconnaître les signes du manque d'oxygène, étourdissement, faiblesse. Je savais que je ne pourrais pas retenir ma respiration indéfiniment. On ne peut tout simplement plus se retenir, et on inspire. Pendant ce temps, j'étais brassé, projeté, retourné dans tous les sens, avec une violence que je n'avais jamais connue. Finalement, j'ai avalé de l'eau salée, et je me suis noyé.
Je me suis immédiatement retrouvé dans une obscurité totale. Plus aucun bruit de la mer. Je n'avais plus froid. J'étais parfaitement à l'aise. Tout était calme, paisible, d'une sérénité absolue. Je me suis dit, waouh, ça ne ressemble à rien de ce que j'ai déjà vécu en plongée ou durant mes entraînements. C'était bien au-delà de tout ce que je connaissais. J'étais très curieux parce que je venais de quitter un environnement d'une violence extrême pour me retrouver dans cette paix totale. Et chose étrange, je n'avais pas l'impression d'être seul. J'avais la sensation de faire partie de quelque chose de plus grand, comme s'il y avait une présence infinie tout près de moi. Mais il faisait complètement noir, je ne voyais rien. Puis, au loin, j'ai vu un point de lumière. J'ai eu l'impression soit de me diriger vers elle, soit qu'elle se rapprochait de moi. En m'en approchant, j'ai commencé à ressentir une chaleur, une étreinte d'amour qui venait de cette lumière. Plus je m'en rapprochais, plus cet amour devenait intense. En m'approchant encore, j'ai vu que cette lumière était composée de millions et de millions de minuscules fragments de lumière, qui se déplaçaient tous ensemble, comme un banc de poissons. Ils étaient parfaitement coordonnés, unis dans une même conscience. J'étais absolument fasciné par ces fragments, par leurs mouvements, leurs couleurs, et par tout ce qui émanait d'eux. À mesure que je m'approchais, 3 de ces fragments se sont détachés du groupe. À chaque instant, l'amour que je ressentais augmentait. Ces 3 fragments se sont rapprochés, et je les ai reconnus comme étant ma famille. Pas une famille que j'aurais connue dans cette vie, mais je savais que c'était ma famille. Ils m'ont transmis, sans parole, un sentiment d'accueil. Bienvenue à la maison. C'était le retour à la maison le plus émouvant que j'ai jamais vécu. Dans ma vie terrestre, j'avais grandi dans un milieu familial très difficile. J'avais été ballotté d'une famille à l'autre, sans jamais vraiment avoir le sentiment d'appartenir à une famille. Et là, ces 3 êtres, rejoints ensuite par une douzaine d'autres, faisaient partie de ma véritable famille. J'aime les appeler ma famille d'âme. Ils m'ont accueilli et m'ont fait comprendre que nous allions aller plus profondément dans la lumière. En avançant, nous sommes entrés dans ce que j'ai perçu comme une sphère, comme l'intérieur d'une boule. Là, nous avons commencé à revoir ma vie. Quand je dis « nous », je veux dire que j'ai commencé à revivre ma vie, mais pas seulement de mon propre point de vue. Je la voyais aussi du point de vue de toutes les personnes avec qui j'avais interagi. C'était comme si ma conscience s'était fragmentée en une multitude de points de vue, chacun revivant une scène de ma vie à travers les yeux d'une autre personne. Et ma famille d'âme vivait la même chose que moi. Quand j'en ai pris conscience, j'ai eu peur. Je me suis dit, ils ne vont pas vouloir voir certaines choses que j'ai faites. J'étais devenu ingénieur en chef à la vingtaine. J'étais jeune, arrogant, avec une philosophie de vie assez brutale, foncer, tracer mon chemin, sans trop me soucier des autres. Pourtant, ils ont tout vu, sans me juger. Au contraire, ils me soutenaient, ils m'aimaient. C'était presque comme s'ils étaient heureux de faire ce bilan avec moi, de revoir ma vie en détail. Cette expérience n'a cessé de s'élargir, de grandir, d'englober de plus en plus de choses. C'était à la fois profondément inspirant et extrêmement humble. J'ai pu voir à quel point nous nous influençons les uns les autres. À un moment, j'ai cessé de reconnaître ce que je voyais. Nous avions dépassé le moment de ma noyade. Je ne le savais pas sur le coup, mais j'étais en train de voir certaines parties de mon avenir. La partie de vie que j'avais déjà vécue était parfaitement claire, mais dès que je suis passé de l'autre côté, vers mon futur, tout était différent. Comme un couloir, à la fois clair et flou. J'avais la sensation qu'il y avait un chemin principal, mais que je pouvais me décaler un peu à droite, revenir, puis un peu à gauche et revenir encore. J'ai compris que c'était ce que nous appelons le libre arbitre. J'ai continué à avancer dans ce couloir, à vivre des expériences que je n'avais pas encore faites sur Terre. Cela m'a un peu désorienté, parce que je n'avais aucune référence, rien de familier à quoi me raccrocher. Finalement, je suis arrivé à un point où toutes ces lumières unies entouraient la sphère, et à l'unisson, cette union de lumière a dit « Ce n'est pas ton heure, tu dois rentrer ». J'ai perçu cette unité de lumière comme étant Dieu. Dieu me disait que ce n'était pas mon maman, que je devais retourner dans ma vie. J'ai répondu « Hors de question ». J'étais aimé comme je ne l'avais jamais été. J'avais une famille dont je n'avais même pas conscience auparavant. Je ressentais une immense liberté. Je n'avais aucune envie de retourner à mon corps, que je savais brisé, perdu quelque part dans l'océan.
La lumière a parlé à nouveau, d'une voix aimante, profonde, parentale, qui résonnait dans tout mon être. Tu dois rentrer. Tu as une raison d'être. Ces mots « raison d'être », je les ai compris au plus profond de moi, et en les comprenant, je les ai acceptés. Je me suis alors retrouvé dans l'océan, mais à l'extérieur de mon corps. J'observais mon corps inerte, ballotté par la mer. Ma famille d'âmes était derrière moi. Nous regardions ensemble cette scène. J'ai remarqué que l'ossière d'étrave du zodiaque s'était enroulée autour de mon bras droit et de mon poignet droit, et que l'extrémité de cette corde tapait contre ma poitrine immobile. J'étais émerveillé par ce que je voyais. Et je me demandais, quelle est l'ampleur de mon être? Je réalisais que j'étais moi-même devenu un être de lumière. Je me demandais comment une conscience aussi vaste allait pouvoir de nouveau tenir à l'intérieur de ce corps endommagé. Au moment même où je me posais ces questions, une série de vagues a frappé l'épave du Zodiaque. Le bateau est remonté à la surface, tirant sur la corde qui entourait mon bras, faisant remonter mon corps avec lui. Une fois que mon corps a émergé, nous sommes montés avec lui, toujours comme observateurs. Puis la corde s'est coincée dans l'épave et j'ai été maintenu à la surface, attaché à ce reste de Zodiaque. Une nouvelle série de vagues a frappé mon dos. Sous la force de l'impact, l'eau salée que j'avais avalée a été projetée hors de mes poumons. C'est à cet instant que j'ai repris ma première respiration, juste au moment où ma famille d'âmes m'a doucement poussé, et je suis simplement retourné dans mon corps. Mourir est une chose difficile, mais revenir à la ville l'est encore plus. Nous étions toujours dans la zone de déferlante, à environ 1 kilomètre du rivage. Mes collègues, les hommes qui étaient avec moi dans le Zodiaque, sont les vrais héros de cette nuit-là. Ils étaient restés sur place pour me chercher, malgré les vagues. L'un d'eux avait gardé une lampe de poche dans la main, et il balayait la mer pour essayer de me repérer. Quand on vient de recracher de l'eau salée, on ne peut presque pas parler, mais j'ai réussi à faire assez de bruit pour qu'il me localise. Nous nous sommes rassemblés, puis nous avons commencé à nager vers la côte. Mon épaule et mon pouce droit étaient déboîtés à cause de la traction de la corde, mais j'ai nagé comme j'ai pu, en m'accrochant à l'épave du Zodiaque. Nous avons avancé à travers les vagues, la houle, la fatigue, jusqu'à atteindre le rivage. C'était une nuit extrêmement difficile. Les jours qui ont suivi, j'avais l'impression d'être à moitié ici, à moitié là-bas. Quand on est dans la lumière, on a accès à une connaissance immense, comme si l'on était connecté à chaque être qui a existé et à ceux qui existeront. Et puis soudain, je me retrouvais de nouveau limité dans un corps, mais avec la sensation de flotter entre deux mondes. Très vite, ma perception de moi-même et de mon environnement a changé. J'ai commencé à voir des auras autour des gens. Je ne savais pas ce que c'était, je les appelais des énergies vitales. Je n'osais en parler à personne, de peur qu'on me prenne pour un fou. J'ai bien essayé d'en discuter avec ma première femme, mais ça ne s'est pas très bien passé. Alors j'ai arrêté d'en parler. Je me sentais isolé, incapable de partager cette expérience avec les autres. Pourtant, le bilan de vie et l'amour que j'avais reçu m'avaient profondément transformé. Je ne pouvais pas me promener partout en disant que j'avais été avec Dieu et que j'avais retrouvé ma famille d'âmes. Honnêtement, cela me faisait un peu peur. Qui étais-je pour prétendre avoir parlé à de tels êtres? J'ai essayé de tout ranger dans un coin de mon esprit, comme si je pouvais mettre cette expérience dans une boîte et la cacher tout au fond. Mais c'est impossible. Ces expériences sont tellement plus vastes que notre vie quotidienne. J'avais l'impression que cette vie terrestre était une sorte d'illusion, et que l'autre réalité, celle de la lumière, était la vraie. Ce que j'ai pu intégrer assez vite, en revanche, c'est ce que le bilan de vie m'avait appris sur moi-même. Dans la vingtaine, on ne sait pas vraiment qui l'on est. Après ce bilan, je savais. Je pouvais accepter qui j'étais. Je n'étais pas la meilleure personne du monde, mais je pouvais faire mieux, évoluer, travailler sur moi. J'ai appris l'acceptation de moi-même. Ensuite vint la tolérance. Tolérance envers les autres et tolérance envers la situation dans laquelle je me trouvais. Peut-être que je n'étais pas content de ma vie, de ma trajectoire, de mes conditions, mais je pouvais les changer. Accepter où j'en étais, puis agir. Puis il y avait la vérité. C'était plus difficile à saisir pour moi à l'époque. Je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs niveaux de vérité. La vérité factuelle, scientifique, que j'avais apprise comme ingénieur, et une vérité plus intime, personnelle, que notre cœur reconnaît et avec laquelle il résonne.
J'ai donc résumé mon apprentissage en 3 mots. Acceptation, tolérance et vérité. Ces 3 mots sont devenus mes mantras. Je me suis accroché et j'ai essayé de laisser tomber le reste. Un autre cadeau que j'ai reçu, c'est la capacité de voir la lumière dans les yeux des gens. Quand je regardais quelqu'un droit dans les yeux, je pouvais voir son étincelle, son fragment de lumière. C'est notre être véritable, notre nature profonde. Cette lumière en nous est un fragment de la grande lumière, de l'unité de la vie. Ce n'est qu'une petite partie de ce que nous sommes vraiment, mais elle est bien là, en chacun. Voir cela me paraissait presque intrusif, comme si je regardais en plein cœur de la personne. J'ai vécu comme ça pendant 11 ans, sans vraiment partager mon expérience avec personne. Je devenais très doué pour la cacher, pour masquer mon intuition, pour taire ce que je percevais. Je ne pensais pas pouvoir en parler. 11 ans plus tard, j'ai eu une deuxième expérience où j'ai en quelque sorte revécu ma première expérience de mort imminente. Après cette deuxième fois, dans un nouveau bilan de vie, j'ai vu combien j'avais changé durant ces 11 ans. Je ne m'en rendais pas compte au quotidien, mais je m'étais transformé. Alors j'ai décidé de vivre selon ce que j'avais appris, au lieu d'essayer de le repousser. Heureusement, à cette époque-là, j'étais entré dans un groupe spirituel. J'avais quitté la vie en mer parce que ce type de travail est très isolé, déconnecté de la vie des autres. Après une telle expérience, beaucoup de gens ressentent le besoin d'être utiles, d'aider, de servir. C'était mon cas. Dans ce groupe, j'ai découvert d'autres personnes ayant vécu des expériences similaires, des expérienceurs. Ils se sont mis à partager ce qui leur était arrivé. Après ma deuxième expérience, j'avais donc un réseau de personnes à qui je pouvais en parler. La première personne à qui j'ai vraiment raconté mon histoire est d'ailleurs devenue un bon ami. La première fois que j'ai commencé à lui décrire ce qui m'était arrivé, elle m'a simplement dit « Ah, tu as vécu une expérience de mort imminente. Ce n'est pas grave. » C'est la meilleure chose qu'elle aurait pu me dire. Cette phrase m'a libéré de la prison que je m'étais construite moi-même. Je cachais mon expérience comme s'il y avait quelque chose de honteux ou de dangereux à en parler, alors que ce n'était pas le cas. Il existe beaucoup de personnes prêtes à aider, et je ne le savais même pas. Alors j'ai pris un engagement que j'ai appelé ma mission silencieuse. Je ne voulais pas nécessairement tout raconter en détail, mais je savais que je voulais vivre en accord avec ce que j'avais appris, au quotidien. En 2000, on m'a diagnostiqué un cancer du poumon et des os, au stade 4. Le cancer s'était déjà métastasé dans mon poumon, puis dans ma colonne vertébrale. Ma colonne s'est affaissée. Or, lors du bilan de vie, pendant ma première expérience, j'avais vu que j'aurais un cancer et que j'en survivrais. Je me suis donc appuyé sur cette connaissance. Entre la première et la deuxième, avec quelques expériences d'intermédiaire, j'avais développé une forme de communication avec mes guides spirituels, ma famille d'âme. Leurs conseils m'ont aidé à choisir un chemin thérapeutique pour vaincre le cancer. 6 mois plus tard, il n'y avait plus de traces de cancer, mais j'ai dû vivre avec cette colonne vertébrale affaissée pendant plus d'1 an, avant que les médecins reconnaissent que j'allais survivre. J'ai subi 3 opérations du dos qui m'ont permis de me remettre debout, de marcher à nouveau, et de reprendre une vie plus ou moins normale. Le chemin de rétablissement a été long. Aujourd'hui, je suis à la retraite, en situation de handicap, mais je vis pleinement ma vie. J'ai tout donné dans cette existence, et c'est une aventure magnifique. Je trouve que la vie est bien meilleure maintenant.